Belle saison durant 15 années de carrière. Plus de 400 matchs disputés en Pro B. Une moyenne de 8 à 9 points par match. Une bonne moyenne. Notre invité du jour est Armand Charles. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Vous êtes né le 19 avril 1983 à Cayenne. Petit, vous étiez sage, sérieux et taquin. Très proche de votre famille, vous portez le même prénom que votre père, Armand Charles. Vos proches disent de vous que vous êtes calme et discret. Joueur de basketball professionnel, vous intégrez très tôt l'équipe de Cholet et devenez un des piliers de cette génération qui signe le doublé du championnat Coupe de France en cadet en 2000-2001. De 2002 à 2007, vous vous engagez en faveur du club Nantes-Hermine. Ce sont vos plus belles années. Vous y trouviez tous les avantages d'une grande ville sans les inconvénients. Vous partez pour Brest de 2007 à 2010. C'est là que vous allez véritablement progresser mentalement. Et c'est aussi là que vous découvrirez ce qu'est le business dans le basket. Vous prenez alors conscience qu'il faut vous méfier du monde professionnel. Vous intégrerez par la suite le Boulazac Basket Dordogne durant 1 an où vous connaîtrez quelques soucis de genoux. Ça ne nous a pas empêché de poursuivre votre carrière à Saint-Quentin, un choix pour se rapprocher de votre moitié, elle aussi professionnelle du basket. 2017-2018, c'est une saison blanche pour réfléchir à la suite. Des clubs vont vous proposer des contrats, mais vous les avez tous refusés, vous vouliez absolument rentrer chez vous en Guyane. Votre secret ? Vous êtes un faux calme. Armand Charles, merci encore une fois d'être avec nous sur ce plateau, un faux calme. Comment ça se montre dans la vie ? Dans la vie ? Oui. C'est-à-dire que, Comment ça s'exprime pour vous d'être un faux calme ? eh bien, quand je suis en société, je suis, comme on dit, discret, tranquille. Puis quand je suis à la maison, c'est totalement différent. Oui, on a un masque social forcément, donc vous êtes peut-être tenu de le faire aussi ? Non, c'est un choix, c'est-à-dire que je me livre entièrement à ma famille. Et puis, après, au niveau social, ça dépend. Avec mes amis savent comment je suis, donc il n'y a pas de problème. Puis après, on va dire que quand je ne connais pas, j'observe avant. Voilà. On commence toujours par une première question dans cette émission. La question, pour nous permettre de connaître davantage notre invité, en lui demandant, dans votre parcours, quel est le trait de caractère qui vous permet d'être qui vous êtes aujourd'hui ? L'Armand Charles qu'on est aujourd'hui. Le trait de caractère la patience et l'observation. Je suis quelqu'un de très patient. Voilà. J'ai toujours su attendre mon moment. Même quand il prenait du temps à arriver, j'ai toujours su être patient et je pense que c'est ce qui... Ça a pris beaucoup de temps à venir, ce moment-là ? Vous parlez de quel moment précisément ? Non, n'importe lequel. C'est-à-dire qu'on a une tendance à, quand on cherche à atteindre un objectif, à vouloir qu'il arrive tout de suite. Oui. Et quand ça n'arrive pas, on peut dévier rapidement. Or, c'est vraiment quelque chose qui fait de moi ce que je suis, c'est que quand je sais ce que je veux et quand je veux l'obtenir, je sais être patient. Et justement, votre souvenir dans cette émission, c'est un souvenir très jeune, vos premiers matchs, un de vos premiers matchs auxquels a assisté votre père et votre mère alors qu'ils étaient encore ensemble. Oui, c'était finale, justement vous avez montré la finale Coupe de France cadet. C'était ma deuxième année à Cholet, donc en métropole. Et voilà, c'était vraiment une première pour moi. C'était la première fois où mes parents étaient ensemble à un match de basket, une finale à Bercy, c'est pas rien, même quand on est jeune. On a le temps de jeter un coup d'œil ou pas ? De voir où ils sont. Est-ce qu'on se retrouve ? Parce qu'on change de fois de... Oui, ils font du bruit avec mes sœurs. Ils étaient venus avec toute l'équipe du Paris Basket 973 à l'époque. D'accord. Donc il y avait tout un groupe de Guyanais qui étaient venus, qui vivaient sur Paris, qui jouaient au basket. Donc j'avais 2 de mes sœurs qui étaient là, donc on les entend tout le temps. Et ils ont réussi à remplir Bercy. Après, c'est vrai que c'était un des premiers matchs, donc il n'y avait pas les 15 000 personnes. Mais il y avait du monde quand même, et ils ont réussi à se faire entendre, donc on les repère rapidement. Et d'ailleurs, un premier match comme ça, de jouer avec du monde autour, c'est différent que de jouer, je ne sais pas, sur un terrain, tranquillement, dans le quartier ou en entraînement ? Oui, après c'est Bercy. Oui. C'est-à-dire que quand on arrive en métropole, c'est vraiment une salle où il faut jouer. Quand on vous dit que vous allez jouer à Bercy, c'est vraiment quelque chose. C'est une grande salle, il y a 15 000 places. Et puis la fierté aussi, la fierté de soi, des autres qui vous regardent. Oui, voilà, ça passe à la télé. À l'époque, il y avait l'écran, il y a toujours l'écran géant. Chaque action qu'on fait, on se regarde dans l'écran et tout ça. Donc c'est vrai que c'est Bercy, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une salle spéciale. Vous êtes comme Obélix, vous êtes tombé dans la casserole du basket dès votre naissance. Oui.
d'une certaine manière. Oui, il y a pas trop. De toute façon, il fallait faire du sport. J'ai touché un peu, pas mal de sport. Donc votre père, votre mère étaient déjà basketteurs. Voilà. Voilà, mon père était basketteur, ma mère était basketteuse. Mes sœurs aussi faisaient du basket, donc elles étaient toutes dans le basket. Et j'ai suivi très rapidement le terrain. Il y avait un terrain à côté de la maison aussi de basket, à l'époque, là où j'habitais avant. Donc oui, de toute façon, la question ne s'est jamais posée. Vous avez commencé à Cholet. Georges Danzenac, donc grande personnalité du sport en Guyane, était celui qui vous a permis d'aller là-bas, puis à Nantes également. On commence petit à petit. Au début, comment c'était de partir en professionnel? Déjà, partir tout court, c'était quelque chose. Issu d'une famille de 5 femmes. 5 femmes. Voilà. Vous êtes le seul garçon. Le seul garçon, le dernier. Oui. On peut penser le chouchou, tout ça, c'est vrai, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mais il y avait ce besoin aussi de devenir moi aussi. Donc il y avait cette envie de partir et de m'exprimer et d'être, de devenir ce que j'ai envie d'être. Partir, c'est quelque chose. C'est quelque chose, on arrive, c'est une autre façon de voir, c'est plus grand. À l'époque, quand je suis venu en métropole, c'était juste pour des vacances. Oui. Et là, on se dit qu'on va rester, quoi. Donc l'image que j'ai, c'est la première journée où j'arrive à Cholet, c'est que je reste pendant au moins, je sais pas, des heures devant la fenêtre, je regarde la ville et je me dis, c'est là que... Mais ça change de la Guyane, hein, peut-être. Mais totalement. La ville, l'urbanisme, beaucoup et puis plus... l'image qu'on se fait aussi de la France, c'est-à-dire qu'en général, quand j'entends par terre, on se disait, la France, c'était Paris. Et là, on sort de Paris, donc on passe par Paris, et on prend le train, et on voit, il y a des champs, il y a des champs, il y a des champs, il y a de moins en moins de monde. On arrive à Cholet, c'est une ville. On arrive à dimanche, il n'y a personne. On dit, voilà, on ne connaît pas grand monde. Mais vous êtes arrivé quand? En été ou en hiver? En été. Oh, ça va. Ouais, non, mais on était parce qu'en hiver, ça aurait été vraiment très rude de sortir de quoi, des 30 degrés ici, de tomber... mais l'été, c'était pas... Non, j'avais déjà un pull, donc on était en août, j'avais déjà un pull. Oui, non, mais... Il faisait quoi, 15 degrés? Non, il devait faire 25 ou 24, mais c'était déjà pas pareil. trop... Oui, c'était déjà trop froid. C'était déjà trop... Moi, j'aime le soleil, hein. Donc ça, il n'y a pas de... Comme je dis toujours, je m'appelle Esteban, hein. Je suis un enfant du soleil. C'est le moment venu du livre dans cette émission. Vous avez choisi un livre qui vous a marqué particulièrement. Quel est ce livre? Alors, c'est pas un livre, mais c'est plutôt une saga. C'est la saga Game of Thrones. Mais ce sont vraiment les livres, pas la série. Donc de George R. Martin. Premier volume paru en 1996 chez Battens Books. C'est l'histoire de plusieurs familles qui se battent pour obtenir un trône. À coups de Dothraki, de marcheurs blancs, de dragons. Pourquoi ce choix? J'aime les romans de fantasy, tout comme j'aime les comics, c'est-à-dire tout ce qui est Batman, Superman, les super-héros, ça j'adore, et les mangas aussi. Ce sont mes lectures. Oui. Et pourquoi ce roman? Parce que c'est de la fantaisie, donc c'est vrai que j'adore. Mais vous étiez à la dédicace? Oui, pas à la dédicace, il y avait une exposition Game of Thrones et j'y suis allé l'été dernier. C'est quand même imposant ce siège de trône. Il était vraiment en métal celui-là ou il était plus en contreplaqué un peu? Un peu en contreplaqué, mais bon, il fallait quand même marquer le coup. Est-ce que vous avez préféré le livre, les sagas plutôt que la série? Qu'est-ce que vous avez préféré entre les deux? Le livre, c'est il est plus détaillé peut-être? Il est plus détaillé, et puis ce qui en ressort le plus, c'est ce côté de... En fait, la deuxième lecture, en fait, où on voit qu'il y a une espèce de parallèle avec notre société, en fait, où le pouvoir n'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il y a le roi, mais en fait, les rois, ils changent. Mais ceux qui dirigent vraiment, ils sont toujours là, les conseillers. Vraiment tout l'entourage? Voilà, tout l'entourage. C'est eux qui ils défont les rois à coups de trahison. Donc eux, ils restent en fait. Ils restent en place. Et ça pose la question de savoir qui dirige vraiment en fait. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir que des fois, quand on est trop honnête, ça ne paye pas. Alors, est-ce qu'on va jusqu'au bout de son honnêteté? Est-ce qu'on va jusqu'au bout dans le roman en fait. Quand on est, est-ce qu'on va Mais dans la vraie vie aussi, c'est un parallèle à faire. C'est un parallèle de savoir est-ce qu'on va jusqu'au bout ou est-ce qu'on choisit de faire
comme tout le monde, ou est-ce qu'on choisit d'être soi-même et d'aller au bout de ses convictions? Et voilà, donc je trouve que c'est un roman qui montre parfaitement toutes ces choses. Et voilà. Il y a un parallèle aussi à faire avec le basket. Quand vous étiez à Brest, vous avez testé vos limites pour ces entraînements qui étaient assez rudes, mais en plus de ça, il fallait toujours regarder par-dessus son épaule. Exact, est-ce que le basket, c'est un peu comme Game of Thrones? Ben, un peu. Hein. C'est-à-dire qu'il faut... le milieu du basket, en tout cas. C'est le milieu pro, c'est-à-dire je suis arrivé à Brest dans un contexte, comment dire, un peu particulier. Je sortais de Nantes, d'une très belle... La saison d'avant, c'était une belle saison. La saison d'après, c'était un peu moyen, mais j'avais cette envie de partir. Et très vite, l'entraîneur à Nantes, du coup, j'étais passé un gros temps de jeu, un temps de jeu un peu moindre. Il commençait à trouver toujours des excuses, ça, mais c'est compréhensible quand on exprime clairement qu'on a envie de partir parce qu'on a envie de changer d'air et tout ça. Et je me suis retrouvé à Nanterre. Et la première expérience négative, on va dire, au bout de 6 semaines, mon contrat est coupé. C'est-à-dire même pas... Sans préavis ni rien? Si, je finis la pré-saison. D'accord. Voilà, il y a préavis. Et vous connaissez les raisons à ce jour? Il y avait un autre joueur, en fait. Il y avait un autre joueur qui les intéressait, sauf qu'on était tous les deux le même profil, il préfère l'autre. La concurrence est rude? Oui, la concurrence est rude. Et au final, voilà, je me retrouve à Brest, c'est-à-dire que c'est vraiment comme dans les films, c'est-à-dire que tu prends tes affaires, on te dit, tu prends tes affaires, le lendemain, tu es à Brest, quoi. Voilà. Et c'était ça. J'ai pris mes affaires, j'ai déménagé en une nuit, j'ai appelé un copain, il est venu, il m'a aidé à déménager mes trucs. Le lendemain, j'ai packé mes affaires quelque part. Le lendemain, je suis parti juste avec un sac, l'avion, et je me suis retrouvé à Brest. Mais il faut dire que vous avez eu de très bonnes bases, en tout cas en Guyane, avant de partir. Il y a une personne en particulier qui est votre coup de cœur dans cette émission, qui lui vous a sans doute permis de pouvoir avoir les armes pour vous relever face à ça. Qui est ce coup de cœur? C'est Monsieur Donzenac. Georges Donzenac, voilà. Grande personnalité sportive en Guyane, qui nous a quittés en 1999. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Ça aurait pu être un autre, hein. Ça aurait pu être ma mère, mais il n'y avait pas assez de temps pour en parler. Mais pourquoi ce choix? Parce que c'est M. Donzenac, en fait, avant même l'année où je pars, il m'avait déjà dit que j'allais partir. Il le pressentait par rapport à vos qualités? Il est venu me voir, il m'a dit que j'allais partir. Il m'a dit, je vais te faire partir à Cholet. Et il nous parlait dans les sélections, il nous parlait tout le temps de Cholet, comment ça se passait. Mais est-ce que part qui veut? Comment ça se fait pour... c'est quoi le processus? Il y a une sélection qui est faite. Il y avait les sélections, après il y avait l'œil de son œil, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui faisait partir. Il a fait partir quand même beaucoup de joueurs avant nous. Il a fait partir des joueurs comme, qui est décédé malheureusement, Jean-Paul Atico. Il a fait partir des joueurs comme Claude Marquis, qui a fait l'équipe de France. Il a fait partie des joueurs comme Atis Francis, Eric John. Donc il a fait partir des joueurs qui, quand il faisait partir un joueur, on savait que qu'il allait réussir derrière. Et vous faites partie des derniers. Le tout dernier, avec Gaël Benzeval. Nous sommes vraiment les deux derniers. Nous sommes allés à son enterrement et après, l'été d'après, nous étions dans l'avion et en direction de Cholet. 15 années de carrière, finalement, 15 années de carrière où vous avez pu faire vos armes, pu vous illustrer, en tout cas, faire briller la Guyane à l'extérieur. Vous êtes toujours resté en Pro B. Il y avait une qualité particulière à avoir pour passer à la Deep League, comme on l'appelle maintenant, qui est la première ligue? Il fallait être bon. J'ai été bon. Ça, j'ai jamais eu de doute sur ce côté-là, que je pouvais évoluer en Pro A à l'époque, en Deep League maintenant. Sauf qu'il fallait savoir ce qu'on voulait. Il y avait les opportunités, je devais attendre. Après, qu'est-ce qui a manqué pour vous? Pour le coup, c'était de savoir, est-ce que je veux aller en Pro A juste pour dire que je suis en Pro A et peut-être subir les foutes d'un entraîneur parce qu'il n'ose pas dire à ses joueurs majeurs ce qu'il y a. Ou est-ce que je reste en Pro B et je m'éclate et je vis vraiment de ma passion, je prends du plaisir et j'essaie de monter avec mon club. Et j'ai essayé les deux façons. J'ai essayé de jouer dans des clubs qui jouent à la montée. Bon, c'est le sport, ça s'est pas fait. Mais il y a aussi cette notion de respect qui est très importante pour moi. Et en Pro B, j'avais ce respect des coachs que j'estimais ne pas forcément avoir en Pro. En tout cas, quand je discutais avec certains,
justement au moment de pouvoir savoir si j'allais venir ou pas. Et du coup, je me suis dit, je ne vois pas l'intérêt de monter juste pour dire que je suis monté et de ne pas avoir en face de moi quelqu'un qui ne me respecte pas. Qu'est-ce qui était le plus dur quand on était pro? Qu'est-ce qui est le plus dur pour un professionnel du basket? Les stats, les chiffres tout le temps? Non, passer de plaisir? Non, le plus dur, c'est de durer. Le plus dur, c'est de durer. On court après les stats un peu aussi. Oui, le basket, c'est un des sports les plus individuels qui soit. C'est-à-dire qu'on est jugé sur nos stats. Ce sont des chiffres et des chiffres. Et pourtant, il y a plein de choses autour, en fait, qui font qu'un joueur, il peut faire des chiffres, mais si on lui change d'équipe, ça peut ne plus être la même personne. Ou un joueur peut faire des chiffres, peu importe l'équipe dans laquelle il est, mais perdre tout le temps. Oui. Donc c'est vraiment un sport magnifique. Où il y a ce côté de cette complémentarité, où voilà, c'est un groupe, il y a une cohésion. On joue seul avec un groupe, voilà. En fait, voilà. D'une certaine manière. Exactement. C'est le moment venu de la citation dans cette émission, le moment pour notre invité de nous dire un peu ce qui lui trotte dans la tête, la plupart du temps. Une citation d'Olo, en tout cas quelque chose qui vous marque particulièrement, parce que c'est la phrase qui sort quand les choses ne vont pas ou vont bien, d'ailleurs. Je vous laisse l'écrire, on va la dire juste après. Quelle est cette citation? Cette citation, c'est « On ne peut pas aimer quelqu'un plus que soi-même ». C'est une citation que ma mère m'a de très jeune, qui elle-même l'a eue de docteur à l'époque. Oui. Le jour où elle m'a dit, j'ai pas compris. Hein. J'étais vraiment jeune, j'étais même pas encore parti. Et en fait, elle a pris tout son sens. Cette période à Brest, où c'était une période assez difficile sur plusieurs aspects. Et je me suis rendu compte que si. C'est quelle année ça à Brest? Brest, en 2007, de 2007 à 2010. Donc c'était les tout débuts peut-être. Non, c'était le milieu. C'était là où je commençais, là je reprenais. Voilà, c'est l'éclosion en fait. Donc c'était difficile d'avoir des amis dans le basket, d'avoir à voir pour les autres. En tout cas, bref, j'en ai eu quelques-uns les premières années et la dernière année pas du tout. J'étais isolé, donc je me suis isolé volontairement parce que pareil, il y a ce côté de confiance où quand on ne se sent pas en confiance et on ne se sent pas à l'aise dans un groupe. Oui. Donc voilà. Et du coup, j'ai décidé en fait d'agir pour moi. En fait. Voilà. Vous étiez trop altruiste. Voilà, trop altruiste. Et ça m'a. En tout cas, à chaque fois que je n'ai pas respecté cette citation, c'est. On est obligé d'être égoïste ou pas un peu dans le basket? Beaucoup, juste. Dans le basket, très. Oui. Très. Il faut penser à soi. Vous avez une anecdote d'une situation comme ça où vous avez senti, là, il y a un coup de poignard dans mon dos et j'ai l'impression que c'est un pote qui l'a planté, tranquillou? Un pote, non, mais un dirigeant, oui. Donc, il y a à Brest déjà, mais bon, c'est assez ancien. Mais plus récemment, on veut dire un entraîneur, c'est-à-dire qu'on discutait et il y a la saison, et c'est la fin de saison, le club, on a eu de mauvais résultats, puisque c'est-à-dire que le basket, ça dépend aussi beaucoup du budget qu'on a. Donc, soit on a de très bons joueurs, soit on n'en a pas. Et de ce fait, à la fin, pendant la saison, j'ai découvert quand même, parce que le président m'avait appelé pour pouvoir, en fait, avoir un mot de moi pour trouver une raison pour virer le coach, quoi. Et je lui avais dit hors de question que, pour moi, le problème ne vient pas de là, de toute façon, on est là, il n'y a pas les moyens. Et puis, donc il attendait de vous de balancer un peu. Voilà, de dire ce qui ne va pas et tout ça. Et au final, à la fin, où je pensais que j'allais rester justement pour finir la saison, en tout cas pour repartir pour la saison d'après, et c'est justement celui que j'ai protégé qui m'a fait. Ah ouais. Voilà, qui a dit oh non, t'es trop vieux, je préfère repartir avec les jeunes et tout ça. C'est sans doute dur à vivre. Oui, voilà. Et voilà. Donc c'était très, très compliqué. Ou pas. Et en fait, ça m'a permis aussi d'enchaîner sur ma reconversion, en fait.
Et du coup, j'ai saisi ça comme une opportunité, c'est-à-dire que, OK, on veut plus de moi là, mais ça me permet en fait de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, que j'avais pas le temps de faire justement parce qu'il y avait le basket. Et du coup, j'ai entamé ma reconversion et je suis très content et du coup, tout s'est enchaîné et je suis très heureux de ça en fait. Comme fait comprendre mon réalisateur à l'oreillette, il ne faut jamais blâmer une contrariété. Exactement. Et à ce moment-là, sans doute, vous aviez besoin d'amis qui vous soutiennent, un ami en particulier qui a sans doute été important dans votre vie, vous nous direz tout à l'heure quand vous l'entendrez, il a quelques mots à vous dire. Voilà, c'est mon frère de sang, mon frère de misère, on a toujours traîné ensemble. C'est quelqu'un de simple, lui comme moi, on n'est pas des grands parleurs, mais on a toujours voulu se retrouver, quoi qu'il arrive, passer du temps ensemble, être ensemble, c'était le plus important. C'est quelqu'un qui attire naturellement la sympathie autour de lui, malgré son grand gabarit. La vie nous a séparés. Moi, j'ai dû partir en métropole. Lui, il a eu bien heureusement une grande carrière professionnelle, avec beaucoup d'obligations, mais n'a jamais oublié d'être là pour ses proches. C'est quelqu'un qui, un jour de match, a fait l'effort de venir un jour de match au lieu d'être au vert, de prendre un taxi sous la pluie, de mototaxi, de courir à l'aéroport, prendre l'avion et aller jouer son match le soir même. Donc, si j'ai un message pour toi, Armand, j'ai envie de te dire, je te kiffe, t'es mon frère à vie. À vie. Voilà, on est ensemble. Donc votre frère à vie qui est Malik. Ouais, Malik et Yannick ainsi que Hugo. Ici, Paco aussi, et puis Hugo qui manque sur la photo. Ouais, ce sont mes frères d'adoption, ce sont les frères que j'ai pas eus. Vous êtes rencontrés comment? Alors, au collège. Tous au collège, Eugène Nonan. En fait, pourquoi ça s'est lancé, c'est quand je suis parti à 16 ans quand même, donc juste après la seconde. Et quand on part, pour moi, en fait, j'avais plus personne. En fait. Pour moi, je croyais que j'avais perdu mes copains, puisque bon, au lycée, c'est plutôt à ce moment-là que les amitiés se soudent vraiment. Et je pensais vraiment que j'avais perdu mes copains. Et pourtant, en fait, non, ils sont tous restés là. Ils m'envoyaient des lettres. En cherchant les photos et tout ça, je me suis rendu, j'ai envoyé des lettres et tout ça. Qu'est-ce qu'on pouvait écrire comme bêtises. Et voilà, ce sont plus que des amis, ce sont des frères. C'est-à-dire que peu importe le moment, on s'appelle et on est toujours là les uns. Ils sont venus des fois vous regarder jouer lors de matchs Tous, sans exception. Ouais. Ils ont tous vu des matchs. Tous sans exception. Vous avez choisi d'arrêter le basket à un moment donné où vous auriez pu continuer. Vous avez choisi de faire un nouveau métier, qui est toujours en rapport avec le sport parce qu'on doit avoir un état d'esprit de faire. C'est coach de vie. En quoi ça consiste exactement? C'est de l'accompagnement. C'est-à-dire que on accompagne les gens à accomplir ce qu'ils veulent accomplir. Elles accompagnent à changer aussi. Parce que des fois, on a peur du changement, de ce que ça peut engendrer. On accompagne les gens aussi pour qu'ils aient confiance en eux. Donc, ce métier de coach personnel et professionnel aussi, parce que j'interviens aussi dans le milieu professionnel. En fait, c'est moi, c'est ce que je donne. En fait, voilà, j'aime les gens, j'aime les accompagner, j'aime les aider à réussir. Et c'est la façon dont je jouais, c'est-à-dire que je pouvais m'effacer pour pouvoir jouer, pour pouvoir aider un coéquipier à briller. Et voilà, Malik a dit, ça a toujours été moi, c'est-à-dire que si je peux t'aider à briller, il n'y a pas de problème. Même si ça peut être en contradiction avec ma phrase, mais c'est ma façon d'être. C'est que, voilà, après, maintenant, vous n'êtes plus tenu d'être totalement égoïste. Vous êtes sorti de ce monde du basket, en tout cas professionnel. Voilà, et ce métier de coach me permet aussi dans ce monde professionnel, justement, tous ces changements, tout ce stress à gérer, toutes ces choses, voilà, je peux accompagner les gens parce que je sais ce que c'est, les aider à se comprendre, à mieux se connaître. Et
C'est un métier génial parce que ça permet aussi de soi-même de se remettre en question au travers des histoires des Il y a un gens morceau de musique que vous avez choisi pour nous. Avant que je vous pose la dernière question de l'émission, parce que ça passe tellement vite, on est déjà arrivé à la fin, c'est What goes around comes around. Oh mon Dieu, quel accent ignoble de Justin Timberlake. Vous avez choisi ce morceau pour nous. Pourquoi vous avez choisi ce morceau? Quand il est sorti, j'étais à Brest, une période assez compliquée. Et c'était, en gros, on pourrait traduire comme tu récoltes ce que tu sèmes, ou plutôt apprêter pour un rendu. Là, il parle d'une histoire d'amour, mais en fait, le cœur brisé. Voilà, mais en fait, moi, ça me parlait plus dans le sens général des relations avec les autres, en fait. Voilà, les relations avec les dirigeants à l'époque, les relations avec d'autres personnes. Et c'était vraiment, c'est une chanson qui revenait à chaque fois. Et dès que c'est une chanson qui me réconfortait, mais qui me faisait savoir ce qui s'était passé, mais qui me permettait aussi de repartir. C'est-à-dire de ne pas rester sur un échec et de repartir, de continuer, et de toujours continuer. Ne jamais blâmer une contrariété. Voilà, et toujours continuer et justement tirer en profit. Ok, c'est une mauvaise expérience, qu'est-ce que j'en tire? D'accord, je ne ferai pas comme ça la prochaine fois. Et Armand Charles, en ce moment, il est coach de vie. Il nous a fait le plaisir d'être sur ce plateau avec nous ce soir. On vient de terminer cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. D'avoir pris votre retraite pour revenir en Guyane et aider les gens aussi à avoir un mental de fer. Je vous remercie. Bonne soirée. Restez accrochés à Guyane la première et surtout, merci pour votre carrière. C'est ce que j'avais oublié. Merci beaucoup. Bonne soirée. Restez accrochés. Alors, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Ça passe vite. Oui. Ça passe toujours très vite. Oui.